podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud sera Napoléon, Jean Levray, le prince André, Louis Arbessier, le général Bennigsen, Jacques Berthier, le général Berthier, Jacques Duménil, le vieux prince Volkonski, Jacques d'Acmine, Alexandre Ier, Pascal Mazzotti, le baron H, France Descaux, la princesse Maria, Jean Péméja, le capitaine Novikov, Mikhail Thomas, Lavrouchka, Robert Maufra, le cabaretier, Géo Valery, Alpatitch, Yves Pénaud, Dideville, Ivar Canel, un colonel russe, Pierre Garin, un officier français, et Lucien Frégis, l'ivrogne. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre les domaines du prince Volkonski à Lissy-Gory près de Smolensk et la ligne continuellement mouvante de l'avance française vers Moscou. Été 1812, près de Volny. Voilà. Ils sont partis. Que Dieu recueille leurs âmes. Et elles s'envolent, ces âmes, de ce maudit champ de bataille. En effet. Vous chargez Dieu d'une bien lourde besogne. Croyez-vous, général, que cette contre-offensive soit vraiment utile? Les Français se sont solidement installés sur les hauteurs de Volny. Si un autre m'avait posé cette question, je lui aurais répondu qu'elle est indispensable. Indispensable parce qu'il faut à tout prix retarder l'avance de l'ennemi vers Smolensk. Mais à vous, mon cher, je dirais que cette contre-offensive est un geste gratuit. Elle ne changera rien au déroulement de la bataille générale. Alors pourquoi l'avoir ordonné? Pour nous prouver que nous existons. Et surtout, pour qu'on ne souffle pas à l'oreille de Sa Majesté Alexandre Ier que le général Bennigsen est un incapable, doublé d'un poltron. Vous saisissez? Oui, je saisis. Et je ne vous cacherai ni mon indignation, ni ma tristesse à la pensée. Une minute, s'il vous plaît. Je n'apprécie guère votre franc-parler. Cependant, je vous garde auprès de moi. Pourquoi? Je n'en sais rien. Passons. En vérité, vos scrupules me font rire. Un jour, vous apprendrez qu'il est infiniment plus difficile d'envoyer à la mort les autres que de mourir soi-même. C'est à voir, général. C'est tout vu, prince. Ce qui est peut-être choquant, c'est que nous n'arrivons pas à justifier cette guerre dite nationale, alors que les soldats russes croient en sa nécessité et se font tuer, sans murmurer. Voilà. Mais regagnons le quartier général, voulez-vous? Il fait encore plus froid. Dieu soit loué, général, vous êtes en fin de tour. Sa Majesté vous réclame. Sa Majesté, ici, à Volny, êtes-vous sous, colonel? Sachez, général, que je déteste également l'alcool et le vin. Je bois de l'eau, moi. Quant à Sa Majesté, elle est bel et bien arrivée il y a 2 heures, à l'improviste, accompagnée d'un petit détachement de cosaques. Là! Incognito, en somme.
Et Sa Majesté de fort mauvaise humeur, général, je vous préviens. Il ne manquait plus que cela. Venez, prince. Nous allons présenter nos civilités à notre jeune et impétueux souverain. Vous perdez du temps, général Bennigsen. Vous piétinez. Je ne piétine pas, votre majesté. Je recule. Vous reculez. C'est le comble. Pourquoi n'avez-vous pas encore opéré votre jonction avec les armées du commandant en chef, le général de Barclay? Mais parce que... Les quelques régiments français qui barrent la route de Smolensk ne vous empêchent pas de rejoindre Barclay. Votre cavalerie pourrait facilement les culbuter. Pas si facilement que cela, votre majesté. Ces quelques régiments appartiennent à la vieille garde de Napoléon. Pour les déloger des positions qu'ils occupent, la cavalerie seule ne suffirait pas. Je serais obligé de livrer une véritable bataille. Et d'y engager peut-être toutes mes troupes. Et d'y engager! À force de ne rien faire, elles ont perdu tout mordant. Sans doute, votre majesté. Mais tout à l'heure, le prince André m'a précisément reproché une contre-attaque qui ne nous coûtera guère qu'une centaine d'hommes. Si je dois déloger les Français des hauteurs de Volny, nous en perdrions des milliers. Vous voulez jouer au plus fin avec moi, Bennigsen. Ce n'est pas le souci de préserver la vie de vos hommes qui vous retient ici, à Volny. C'est votre orgueil. À vos yeux, de Barclay est un sot et un pleutre. Permettez, votre majesté... En tout cas, vous le croyez indigne d'assumer les fonctions de commandant en chef des armées russes. Or, en le rejoignant, vous vous placerez nécessairement sous ses ordres. Et cette perspective vous humilie, vous révolte. Permettez, votre majesté... Vous vous dites, moi, Bennigsen, devenir un subordonné de Barclay, jamais. Et vous restez à Volny. Si vous permettez, votre majesté, je vous ferai... Ce n'est pas à vous que je m'adresse, prince. Écoutez, Bennigsen. En restant à Volny, vous compromettez dangereusement nos dernières chances de stopper l'avance de l'ennemi. J'en ai assez des rivalités et des petits calculs mesquins de mes généraux. Je vais y mettre un terme, sans tarder. Et vous aurez raison, votre majesté. Pour faciliter votre tâche, je vous donne ma démission. Ah non. Ce serait trop facile, Bennigsen. Vous demeurerez à la tête de votre armée et vous rejoindrez Barclay. Vous me demandez là une chose impossible, votre majesté. Je ne m'entendrai jamais avec Barclay. Il a rempli son quartier général de Polonais et d'Allemands. Peu lui importe le sort de la Russie. Il ne pense qu'à se faire valoir à vos yeux et à garder son poste de commandant en chef des armées. Ce n'est pas un soldat, c'est un courtisan. Je suis patient, Bennigsen, mais ma patience a des limites. Au nom du ciel, envoyez-moi où vous voulez, comme un simple soldat, mais n'exigez pas de moi ce que je ne peux pas faire. Cela suffit. Je vous donne 3 jours pour rejoindre Barclay. Ce délai passé... Votre majesté, comprenez... C'est un ordre, général. Vous m'entendez? Un ordre. Je vous entends, votre majesté. Et je vous obéis. Je vais rejoindre Barclay, puisque vous me l'ordonnez. C'est bon. Je ne vous retiens plus. Vous pouvez vous retirer. J'ai l'honneur de vous saluer, votre majesté. Voilà. J'en ai fini avec Bennigsen. Maintenant, vous pouvez parler, prince. Il me semble qu'à un moment donné, vous avez voulu intervenir en faveur du général Bennigsen. Pourquoi? Je ne voulais pas prendre la défense du général Bennigsen, votre majesté. Je voulais simplement rétablir les faits. Les faits? Je vois. Oubliez pour un moment que vous vous trouvez en face de votre tsar et répondez sans détour aux questions que je vous poserai. À vos ordres, votre majesté. Voici la première. Ai-je eu raison de me montrer ferme avec Bennigsen et de lui imposer ma volonté? Je ne sais pas. Ou plutôt, je préfère ne pas répondre à cette question. Soit. Je n'insiste pas.
Mais peut-être pourrez-vous me dire ce que vous pensez de Bennigsen en tant que chef militaire. C'est un bon général. Et Barclay? C'est également un bon général. Pas plus. Non, Votre Majesté. Je sais bien que de nombreux officiers supérieurs n'aiment pas Barclay et me reprochent de l'avoir nommé commandant en chef de nos armées. Mais ils ont tort. À mon sens, Barclay est le seul homme qui puisse tenir tête à Napoléon, et peut-être le vaincre. C'est un vrai génie militaire. Veuillez m'excuser, Votre Majesté, je ne partage pas votre opinion. Barclay n'est pas un génie. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de génie, qu'il ne peut pas y en avoir parmi les militaires. Ah, vous croyez? Oui, Votre Majesté. C'est uniquement parce qu'ils jouissent pendant la guerre d'un pouvoir illimité et que les lâches flattent toujours les puissants qu'on finit par leur accorder du génie. En vérité, les meilleurs généraux que j'ai connus étaient des hommes médiocres. Et parfois même des sots. S'il en est ainsi, mon cher prince, que faites-vous dans l'armée? Vous n'êtes pas officier de carrière, que je sache. Moi, je cherche à combler le vide de mon existence. Mais c'est une autre histoire. Si vous permettez, Votre Majesté, je reviendrai aux militaires. Faites, je vous écoute. Un homme de guerre n'a besoin ni de génie, ni de qualité particulière. Au contraire, il doit être borné et fermement convaincu de la haute importance de ce qu'il fait. C'est à cette condition qu'il devient un grand capitaine. Que Dieu le préserve d'éprouver des sentiments humains tels que l'amour, la pitié et surtout le doute. Autrement, il trébuchera contre le premier obstacle venu et s'écroulera piteusement. Voilà. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. J'ai moi-même remarqué que je me sentais toujours mal à l'aise en compagnie des généraux. Voyez-vous, prince, je hais la guerre qui façonne les hommes à son image. Une image odieuse. Malheureusement, Napoléon, lui, ne peut pas s'en passer. Il a envahi la Russie. Il me faut donc trouver un chef militaire capable de lui donner une bonne leçon et de le reconduire à la frontière. Vous comprenez? Oui, Votre Majesté. Mais ce n'est pas un Bennigsen ou un Barclay qui pourront le faire. Vous le savez aussi bien que moi. Cependant, vous refusez de rappeler Koutouzov. Vous voulez que je confie le commandement suprême de mes armées à Koutouzov? Un jour, je le ferai, peut-être. Mais à mon corps défendant. J'ai peu de sympathie pour ce vieillard ombrageux. Il m'a traité pendant des années comme un écolier obtus, à qui il faut tout expliquer. Passez outre, Votre Majesté. J'essaierai. Écoutez, prince, j'ai décidé de me rendre dans les principales villes de notre pays pour stimuler la volonté de résistance des populations. Je vais commencer par Moscou, naturellement. Je voudrais que la noblesse donne l'exemple et qu'elle lève à ses frais une milice. Qu'en dites-vous? C'est une excellente idée, Votre Majesté. Je suis ravi qu'elle vous plaise. Prince, vous avez beaucoup de doigté. Et vous exercez, grâce à votre naissance et à vos propres mérites, un ascendant indéniable sur les nobles. Vous me seriez certainement très utile. Général Balachov! Général Balachov, apportez vite votre plume et votre encrier. Je nomme le prince André mon aide de camp personnel. Je vous remercie mille fois de l'honneur que vous me faites, Votre Majesté, mais je préfère rester au front. Vous préférez rester au front? Oh, c'est incroyable. Incroyable. C'est bon. Restez-y. J'ai donné 2 jours au général Bennigsen pour atteindre Smolensk et se mettre sous le commandement de Barclay. Veillez à ce que mon ordre soit exécuté à la lettre, je vous prie. Je n'aimerais pas être obligé de traduire Bennigsen devant un conseil de guerre pour désobéissance. Et maintenant, adieu. Et bonne chance. 'Vous
Si vous écrivez à votre père, le prince Bolkonski, transmettez-lui mes sentiments affectueux. Lui, au moins, il s'est toujours montré un vrai serviteur de la patrie et de son empereur. Père, je vous apporte une lettre d'André. Une lettre d'André? Attends, je vais arrêter cette maudite roue. Tu te réjouissais. Tu croyais que tu avais réussi à me brouiller avec mon fils. Je n'ai jamais cherché à dresser André contre vous, voyons. À d'autres, petite menteuse. Tu lui as dit que je te martyrisais et que mademoiselle Bourriel me menait par le bout du nez. Mais il ne t'a pas cru. Non, il ne t'a pas cru. La preuve, c'est qu'il m'écrit. Mais vous êtes injuste. Comment pouvez-vous m'accuser d'une telle vilenie? Bon, laissons ça. Lis-moi plutôt la lettre. J'ai cassé mon lorgnon ce matin. Mon cher père, voici 3 mois que j'ai quitté la maison. Oui. Cependant, le souvenir de nos adieux... Non, passe. Ne lis que l'essentiel. Les Français sont à Vitebsk, père. En quelques étapes, ils peuvent atteindre Smolensk. Or, l'Issigori n'est qu'à 60 verstes de Smolensk. Je vous conseille donc de partir. Il me conseille. Voyez-vous ça? Allez, dépose la lettre sur le bureau. Et disparaît. Non. Reste. Il me conseille. Le blanc-bec. Merde, d'ailleurs, tout ça ne tient pas debout. Les Français, à le croire, ont franchi le Dniepr et ils marchent sur Smolensk. C'est impossible. André a perdu la raison. Les Français sont toujours derrière le Niemen. Et au moment de la fonte des neiges, ils se noieront dans les marais de Pologne. Et si cependant, André disait vrai, si l'armée russe est battue, disloquée, et si les Français ont vraiment franchi le Dniepr, qu'est-ce que tu en penses, Maria? Mais père, je... Non, tais-toi. Si les Français ont franchi le Dniepr, alors ils seront dans quelques jours ici. Et moi, le prince Bolkonski, je serai obligé de les recevoir et de les loger dans ma maison. Ah non, tout, mais pas ça. Alors, on va partir. Jamais un Bolkonski n'a fui devant l'ennemi. Que faire? Mais armer les moujiks et défendre l'Issigori. Oui, c'est ça. Mourir debout, en combattant. Écoute, Maria. Tu vas envoyer Alpatitch chez le gouverneur de Smolensk. Si ce petit baron H n'a pas encore quitté la ville, rien ne presse pour nous. Hein, tu comprends? Oui, père. C'est bien. Non, attends. Non, je vais expliquer moi-même à Alpatitch ce qu'il doit faire. Je vais... Bien. Voilà. Là, Alpatitch!
Pourquoi chante-t-il, capitaine? Quand on est battu et qu'on abandonne une ville qu'on a promis de défendre jusqu'à la dernière goutte de son sang, on ne le fait pas en chantant. Surtout des chants de victoire. Mais discrètement, sur la pointe des pieds. Vous ne trouvez pas? Si fait, monsieur le baron. Ces hurlements m'ébranlent les nerfs. Capitaine, fermez la fenêtre, je vous prie. À vos ordres, monsieur le baron. Avez-vous pensé à brûler les archives? Oui, monsieur le baron, elles se consument dans la cour. Un berline est attelé? La berline est attelée. Les malles sont descendus. Et un détachement de cavalerie est prêt à vous escorter jusqu'à Moscou. Qu'est-ce que c'est? Encore un fâcheux, sans doute, qui vient me reprocher de ne pas l'avoir prévenu à temps que Smolensk serait évacué. Mettez-le à la porte. Je n'y suis plus pour personne. Je suis déjà parti, vous comprenez? Inutile d'assister. Fichez tout le monde dehors. Sortez. Sortez. Je viens de mettre tout le monde dehors, mon capitaine. Seulement, il y a ici l'intendant du prince Volkonski. Ah, si c'est Alpatitch, l'intendant du vieux prince. Fais-le entrer. J'ai bien l'honneur de saluer monsieur le baron. Son Excellence le prince Volkonski m'a chargé de vous remettre cette missive. Je n'ai pas le temps de la lire, Alpatitch. Dis au prince que je n'étais au courant de rien. Autrement, je l'aurais prévenu immédiatement que Barclay avait décidé d'évacuer la ville. Dis-lui aussi que je forme des vœux pour son prompt rétablissement. Au fait, comment va-t-il? Dieu soit loué, le prince s'est remis de son refroidissement. Le prince vous demande s'il peut rester à Lissigori ou s'il doit partir. Je ne sais pas, mon brave. Et puis, je n'ai pas de conseil à donner à un aussi grand seigneur que ton maître. Si j'étais à sa place, je crois que j'attendrais. Oui, j'attendrais. La roue de l'histoire tourne. L'armée russe peut encore chasser l'ennemi des abords de Smolensk. Maintenant, laisse-moi. Avec tous ces ordres et tous ces contre-ordres, je ne sais plus où donner de la tête. Ça flambe, les petits gars. Ça flambe. On les maudit. Ils ont réussi à incendier Smolensk avec leurs obus et leurs mitrailles. Et puis, de toute façon, Smolensk tombera dans leurs mains. Alors... Ouais, tu as raison, frère. Comme ça, on ne leur laissera que descendre. Ils seront bien attrapés, messieurs les Français. Tiens, je vais mettre le feu moi-même à ma maison. Et j'égorgerai les 2 cochons que je gardais pour la Noël. Sainte Russie. Mais non, la ville sera défendue, mon cher. Le baron H me l'a juré sur son honneur. Non, ne soyez pas ridicule. Le baron n'a pas d'honneur. Je suis passé tout à l'heure près de sa maison. J'ai aperçu une berline attelée et une escorte de hussards dans le fond de la cour. Qu'est-ce que vous dites? Oh, la canaille! Place, messieurs, place! J'ai dégagé! Restez pas au milieu du pavé! Laissez passer ma batterie! Allez, et vous les autres, écartez-vous! Ne m'obligez pas à vous disperser à coups de fouet!
prétendez toujours que Smolensk sera défendu? Mais avec quoi? Avec nos poings, peut-être? Comme vous avez pu le voir vous-même, ils retirent les canons des fortifications. Tenez, regardez. Maintenant, c'est le régiment du général Roblov qui s'en va. Nous sommes faits comme des rats. Les Français, ces Jacobins, distribueront notre terre aux moujiks. Et nous, les nobles, ils nous fusilleront tous. Voilà. Allez, tenez, emportez toutes les bouteilles, les gars. Allez, venez. Évidemment, je suis cabaretier, vous en faites pas. Mais je suis d'abord russe. Tenez, s'il faut être dépouillé, que ce soit au moins par mes compatriotes. Tiens, allez, en avant. C'est par ici, là-bas. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, Seigneur, ayez pitié de nous. Là-bas à l'église, ils sont tous en train de prier. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié. Ils ont beau chialer, Dieu ne les entendra pas. Eh, bonne gens, ne vous fatiguez pas. Votre sainte Russie orthodoxe, elle est fichue. C'est le règne de l'Antéchrist qui commence. Seigneur, ayez pitié de nous. Helvetich. Et qui m'appelle? Oh mon Dieu, le prince André. Oh mon père, mon père. Vous êtes ici. Nous pensions que vous étiez quelque part en Pologne. Oh, que je suis heureux de vous trouver dans cet enfer. Je ne savais plus où aller ni à qui m'adresser. Permettez-moi de vous embrasser les mains, votre excellence. Je t'ai déjà dit et répété je ne sais combien de fois que tu ne dois pas m'embrasser les mains, tu recommences. Mais c'est vrai, je recommence. Mais n'êtes-vous pas mon jeune maître? Qui voulez-vous que j'embrasse? Je n'ai pas d'enfant, moi. Et le vieux prince... Bon, laisse-la. Dis-moi plutôt ce que tu fais ici à Smolensk. Mais son excellence, votre père, m'a chargé de remettre un message au baron H. Message, pourquoi faire? Pour lui demander si nous pouvions rester à Lyssigori ou si nous devions partir. Qu'est-ce qu'il t'a répondu, le baron H? Ce maudit Allemand m'a répondu qu'il n'avait pas de conseil à donner au prince et que la roue de l'histoire tournait. C'est tout? Non. Il a ajouté que nos troupes pouvaient encore chasser l'ennemi de Smolensk. Quelle crapule. Écoute, Alpatitch, nos troupes sont en train d'évacuer Smolensk. Tu le vois toi-même. Et les Français seront à Lyssigori d'ici quelques jours. Oh, Sainte Vierge, ayez pitié de nous. Ces impies vont tout saccager à Lyssigori et ils n'auront pitié de personne. Tu diras à mon père que je le supplie de partir immédiatement pour Moscou. As-tu compris? Oui, prince. Allez, retourne vite à Lyssigori. Adieu. Prince, laissez-moi vous bénir au moins. Maintenant, vous n'avez plus qu'à foutre en l'air les prisons, l'église et la statue d'Alexandre Ier, et qu'on ne parle plus de Smolensk. Et Seigneur... Il fait sec, il fait beau, c'est merveilleux. On se croirait en Égypte. Pas vrai, Berthier? Oui, sire. Cet été est particulièrement chaud pour un pays comme la Russie.
Les soldats commencent même à s'en plaindre. Et moi, j'ai peur d'une épidémie de typhus. Vous avez toujours peur de quelque chose, décidément. Permettez, sire. Au lieu de vous réjouir de ce temps béni qui facilite l'avance de nos armées, vous gémissez. Vous vous inquiétez. Sire, vos railleries ne me touchent plus. Depuis que vous m'avez nommé chef d'état-major, j'ai chassé de moi tout sentiment personnel. Je suis devenu, pour ainsi dire, l'outil de la grandeur de la France et de ses armées. Vraiment? Oui, sire. Un outil. Insensible à la critique comme à l'éloge, soucieux uniquement d'accomplir sa tâche au mieux. Hé, Berthier, à parole, vous vous prenez pour Napoléon? Dites-moi plutôt ce que vous aviez à me dire, je suis pressé. Eh bien, sire, j'avais à vous dire que les Russes ont abandonné Smolensk, sans nous avoir livré bataille, ce que je regrette infiniment. Vous auriez préféré qu'ils résistent? Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que Smolensk prit la route de Moscou est libre, enfin presque. Et je suis persuadé que vous ne manquerez pas de vous y engager. Moscou. La capitale du plus grand empire du monde. La ville sacrée des peuples d'Alexandre Ier. Je vous avoue que je suis tenté. Prenez garde, votre majesté. Moscou, c'est cela, mais c'est aussi une affreuse souricière. Vous dites des bêtises. Une fois maître de Moscou, je dicterai à Alexandre mes conditions de paix. Erreur. Une fois à Moscou, ça sera la répétition de la guerre que nous avons menée en Espagne, avec toutes ses horreurs. Sire, c'est dommage que vous n'ayez pas vu dans quel état ils ont laissé Smolensk, complètement brûlé, détruit, en ruine. Moscou, c'est autre chose. Moscou est pour les Russes ce que la Mecque est pour les musulmans. Ils n'oseront pas l'incendier. Ah, vous croyez? Eh bien, vous vous trompez. Les Russes n'ont aucun sens de la propriété. Ils n'ont pas de lien très fort avec le passé. Préserver le patrimoine national est leur dernier souci. Ah, mais des mots que tout cela. Et qu'est-ce que vous proposez? Faut bien que nous la finissions, cette guerre. Je propose que nous rebroussions chemin. Pendant que nous pouvons encore le faire. Profitons justement de cet été exceptionnellement chaud. Vous êtes fou! Après avoir perdu des milliers d'hommes et dépensé je ne sais combien d'argent, vous voulez que nous nous en allions bredouille? La sagesse populaire dit il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Contentons-nous, sire, contentons-nous d'amputer la Russie de la Pologne et des Pays-Bas. C'est peu. Peut-être, mais cela nous permettra de repartir en beauté, de donner au monde la preuve de notre modération. Sire, je vous parle raison. Elle a bon dos, votre raison. Dites-moi plutôt où est ce Cosaque très intelligent et très bavard dont on va parler ce matin. Ah, Lavrouchka. En effet, pour un Russe, il est très intelligent. Et je crois qu'il est à Bedny avec d'autres prisonniers. Allons le voir. Peut-être pourrons-nous obtenir de ce Lavrouchka quelques renseignements utiles. Voilà Sa Majesté! Soldats, criez vive l'empereur! Vive l'empereur! Allons, soldats, criez! C'est bon, capitaine! Les soldats français n'ont pas besoin qu'on leur souffle ce qu'il faut crier. Faites plutôt venir Ditteville, notre interprète, et son Cosaque. Bien sûr. Ditteville, Sa Majesté vous réclame. Allons, pressez-vous! Le voilà, sire. Bonjour, Ditteville. Ce gaillard qui se tient à côté de vous est sans doute votre Cosaque, très intelligent et très bavard. Oui, sire. Bien. Comment s'appelle-t-il déjà? Lavrouchka, sire. Lavrouchka. Oh, quel nom! Est-il un vrai Cosaque, au moins? Tous les moujiks faits prisonniers se prétendent Cosaques. Lavrouchka ne se vante pas, il est Cosaque, il appartient au fameux corps de Platov. Ouais. Alors demandez-lui s'il est exact qu'Alexandre Ier a destitué le général Barclay et a nommé à sa place Kutuzov. Ah, c'est exact, sire. Lavrouchka l'a juré sur la croix. Selon lui, Sa Majesté Alexandre Ier a même élevé Kutuzov au grade de maréchal. Étonnant. J'ai entendu dire qu'Alexandre le déteste et que les généraux russes le tiennent en piètre estime. Bon, après tout, c'est leur affaire.
Quant à nous, nous n'avons qu'à nous réjouir de cette nomination. N'est-ce pas, Berthier? Mais veuillez m'excuser, sire, je ne partage pas votre opinion là-dessus non plus. Nous ne devons pas nous réjouir de ce choix, au contraire. Quoi? Vous avez peur de ce vieillard borgne qui n'arrive plus à monter à cheval et s'endort au milieu d'un conseil? Vous vous méprenez totalement sur Kutuzov, sire. En dépit des apparences, c'est un adversaire redoutable. Vous dites des sottises, Berthier. Ah, si Alexandre avait placé Bagration à la tête de son armée, cela m'inquiéterait, j'ouvrirais l'œil. Mais Kutuzov... Dites-Ville, demandez donc à votre cosaque ce qu'il pense de son nouveau chef. Лаврушка, что ты думаешь о Кутузове? Кутузов? Да. Стар Кутузов, чтоб командовать всей русской армией. Sire, le cosaque Lavrushka pense que Kutuzov est trop vieux pour assumer le commandement de toutes les armées russes. Vous voyez bien, Berthier. Et maintenant, Dites-Ville, demandez-lui si les Russes espèrent encore vaincre Napoléon Bonaparte. Лаврушка, русские надеются еще победить Наполеона? Ну, если французы сейчас навалятся, конечно, могут победить. А вот если будем отступать, а вы за нами, ну, тогда один бог знает, что может быть. Sire, le cosaque Lavrushka dit que si il y a une vraie bataille maintenant ou dans quelques jours, les Français auront le dessus. Mais si les Russes continuent à se dérober, alors Dieu seul sait ce qui arrivera. C'est ce que je pense aussi. Il faut obliger Alexandre à accepter une bataille. Il faut. Mais comment, sire? En investissant Moscou. Alexandre n'abandonnera tout de même pas sans combat la capitale de la Russie. Nous allons donc poursuivre notre avance vers Vyazma. Allez, nous rentrons. Je vais jeter un coup d'œil sur la carte. Sire, afin d'obtenir de Lavrushka tous ces renseignements, je lui ai promis la liberté. J'ai eu tort sans doute, mais... Non, pourquoi? Vous avez bien fait. Rendez sa liberté à cet enfant du Don, comme auront un oiseau au champ qui l'ont vu naître. Allez, venez, Berthier. J'ai hâte de rédiger l'ordre du jour. Bravo, bravo. France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud était Napoléon, Jean Levray le prince André, Louis Arbessier le général Bennigsen, Jacques Berthier le général Berthier, Jacques Duménil le vieux prince Volkonski, Jacques d'Acmine le tsar Alexandre Ier, Pascal Mazzotti le baron H, France Descaux la princesse Maria, Jean Péméja le capitaine Novikov, Mikhail Thomas Lavruchka, Robert Maufra le cabaretier, Géo Valery Alpatitch, Yves Pénaud Ditteville. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoise. La musique originale est de Ivan Semenov.